Sur cette approche qui vous est proposée, l'hypermétropolisation, donc la très grande métropole, celle dont on parlait beaucoup il y a encore quelques années en disant le monde moderne, le monde contemporain, l'avenir se configurera autour de 30, 40, 50 métropoles dans le monde qui seront des villes de plusieurs dizaines de millions d'habitants. Et cette idée, cette tendance, cette vision de l'avenir du monde a persisté pendant plusieurs années, voire quelques décennies. Et ça m'a amené à m'interroger, il y a quelques années, sur cette notion d'hypermétropolisation, de grandes métropoles, d'immenses métropoles, telles que les pays émergents les fabriquent, telles qu'on les voit évoluer, et de me demander si, en fin de compte, ce modèle avait du sens, si ce modèle était pertinent, si c'est un modèle qui pouvait exister, qui devait exister, puisque certains le voyaient comme quand même l'incarnation d'une modernité. Et je me suis posé la question, vous voyez, sans a priori, étant moi-même maire d'une ville qui est dans une métropole qui s'inscrivait dans cette tendance. Rappelez-vous quelques discours politiques en disant on va faire de Paris une des plus grandes métropoles du monde. On crée Paris Métropole, un syndicat mixte il y a quelques années en disant il faut qu'on aille encore plus loin, encore plus vite, avec encore plus d'habitants. Et donc je me suis dit est-ce que finalement cette tendance elle est pertinente? Et j'ai pris trois angles d'analyse. Est-ce que c'est pertinent sur le plan social? Est-ce que c'est pertinent sur le plan économique? Et est-ce que c'est pertinent sur le plan environnemental? Et je suis arrivé à des conclusions assez claires et en tous les cas toutes convergentes en disant que ce n'est pas si pertinent que ça, pour les raisons suivantes. Sur le plan social, on s'est rendu compte, et les études sont constantes à travers le monde sur ce sujet-là, qu'il y avait une corrélation très forte entre l'hypermétropolisation et la désocialisation. C'est-à-dire qu'en gros, plus on densifie, plus on agrandit, plus on resserre la ville, plus on fait des villes de millions, de dizaines de millions d'habitants, moins les relations sociales sont fortes. Et même plus la distance est importante. Et elle est importante plus la distance est importante à différents égards. Elle est importante au titre d'une forme de défiance, d'une forme d'absence d'hospitalité, puisqu'on se rend compte que plus la ville grandit, plus l'hypermétropole agit, moins les surfaces d'habitation sont importantes, et on devine pourquoi, vous le constatez, vous l'observez aussi, et du coup, plus l'hospitalité était mise en difficulté. Et en gros, plus la métropole est dense, moins on reçoit chez soi, plus les relations sociales se dégradent. Et un troisième phénomène, c'est plus la métropole est dense, moins la culture est présente, et moins la culture est présente, moins les relations sociales sont importantes. Et donc, premier constat, il y a une corrélation directe entre la désocialisation et l'hypermétropolisation. Et il y a quelques années, le Conseil économique et social avait fait une étude assez poussée sur les grandes angoisses des métropolitains. Et la première angoisse, avant la sécurité, c'était l'isolement. Et il y a beaucoup de sociologues qui ont travaillé sur ce fait d'être isolés dans les hypermétropoles, sur ce risque de devenir seul. Et d'autres chercheurs récemment, il y a 2 ans, ont montré que la métropolisation, elle accélérait l'artificialisation des relations sociales. C'est-à-dire qu'en gros, avec le phénomène de métropolisation, on renforce les phénomènes de réseaux sociaux, les phénomènes de virtualisation des relations sociales, et donc on casse cette socialité, ces affinités culturelles, cette convivialité qui est une attente forte de la part des populations, mais qui n'est pas du tout corrélée à l'hypermétropolisation. Donc, est-ce que l'hypermétropolisation est un progrès social? Pas du tout. Et on ne voit pas comment elle pourrait l'être, sauf à ouvrir très largement des espaces, à dédensifier, à créer, à remettre de la culture différenciatrice, originale, dans les métropoles, ce qui est bien entendu pas possible ou très difficile. Deuxième question, est-ce que la métropole est un progrès économique? Et là, la question était plutôt compliquée, dans la mesure où le discours pro-métropolitain, pro-hyper-métropolitain, était plutôt un discours de compétitivité, de modernité économique, de start-up nation, de progrès technologique, etc. Et là, il se trouve que dans une autre vie, j'avais beaucoup travaillé sur les datas liées au commerce international.
Et là, la démonstration a été aussi assez facile et elle a été récemment confirmée par une grosse étude qu'a fait Rexecode sur l'évolution de la France dans le commerce international. Il se trouve que, et c'est là aussi assez facile à comprendre, et il se trouve que la métropolisation, donc l'hypermétropolisation encore plus, génère un phénomène de standardisation de l'économie. C'est-à-dire qu'en gros, plus on va habiter dans des métropoles, plus on consomme la même chose, plus on adopte les mêmes styles de vie. Ce qui est assez logique, et vous tous qui avez sans doute voyagé beaucoup à travers le monde, vous voyez que vous alliez à Shenzhen, que vous alliez à Buenos Aires, que vous alliez à New York, que vous alliez même dans des capitales d'Afrique, ben vous allez retrouver des enseignes, des modes de vie, des restaurants qui adoptent un style de vie assez uniforme, assez standard. Et donc, l'hypermétropolisation, elle construisait une économie plus standardisée. Les observateurs qui ont regardé ça en détail voient d'ailleurs que les échanges sur le nombre de numéros de nomenclature douanière diminuent, donc l'offre et les échanges se resserrent sur des typologies de produits moins larges que ce que ça n'a été à une époque. Et donc, on a un phénomène d'attrition de la diversité de l'offre dans la mondialisation. On consomme plus la même chose, donc on produit du coup plus la même chose, et donc la compétition économique est moins un sujet d'échange. Tu as un produit A, moi j'ai un produit B, donc on va s'échanger nos produits. Tu as un produit A, j'ai un produit A', et on va se battre pour que ça soit le tien ou le mien qui soit le plus compétitif. Donc la standardisation que produit la métropolisation crée finalement un phénomène d'exacerbation de la compétition économique et rend nos économies moins ancrées, moins fortes et moins capables de faire valoir nos avantages comparatifs. Des secteurs en France, de nombreux secteurs en souffrent. Hein, et quand je citais Rexecode a alerté il y a quelques mois sur l'évolution de notre balance commerciale en disant en France, on a un commerce, des exportations qui sont surexposées dans la mondialisation parce qu'on exporte davantage des produits que les autres font aussi. Des produits technologiques, des produits aéronautiques, des produits à haute valeur ajoutée, ce qui est très bien, mais ce qui est assez dangereux parce qu'il y a des économies plus rapides, avec plus de capitaux, qui génèrent plus d'ingénieurs chaque année, qui vont donc de plus en plus vite sur ces productions et qui font que la France, sur les 2 dernières années, est le pays de la zone euro, par exemple, qui a le plus décroché sur ses exportations parce qu'elle est surexposée par rapport à la concurrence internationale, parce que justement, son offre économique n'est pas assez différenciante et moins imprégnée de ce qui fait l'originalité, les avantages comparatifs, la diversité de la France. Et quand on voit d'ailleurs quels sont les secteurs qui résistent le mieux à cette attrition de notre présence dans le commerce mondial, ce sont les secteurs qui sont les moins standardisés. Il y en a 2 que vous connaissez très bien et dont on parle souvent dans les performances de la France à l'export, c'est le luxe ou l'agroalimentaire. Pourquoi ça surperforme? C'est que ce sont des secteurs d'activité qui sont très ancrés dans la diversité culturelle ou géographique de la France. Le luxe, parce que c'est une industrialisation de l'artisanat d'art dans la diversité des cultures françaises, et l'agroalimentaire, parce que c'est la rencontre entre une culture gastronomique et un système industriel, mais qui a pour autant gardé son ADN, ses gènes, ses avantages comparatifs, qui sont ceux que notre diversité peut produire. Donc on dit, et on voit très bien, qu'une économie métropolisée est une économie, dans les pays comme les nôtres, plutôt en danger, et que la métropolisation crée cette uniformisation qui est un problème parce qu'elle stimule la compétition économique internationale au détriment de la diversité des échanges et de la complémentarité des productions dans les différents pays du monde. 3e élément, l'environnement. Et là aussi, la démonstration est assez simple. Le premier contributeur à la destruction de la couche d'ozone, ce sont les îlots de chaleur. Donc ce sont les métropoles. Et vous voyez, juste avant le Covid, j'ai fait sur ces sujets-là un tour du monde. J'ai été notamment en échange avec le maire de Shenzhen, dans le sud de la Chine, qui est une ville nouvelle, qui a plutôt intégré ces problématiques d'îlots de chaleur au fur et à mesure de son développement ultra rapide. Le maire de Shenzhen me disait, malgré le fait qu'on a intégré dans les matériaux
dans le dessin de la ville, donc des villes très aérées, avec des grandes avenues, des parcs plutôt bien distribués dans le tissu urbain, des taxis électriques à 100% ou quasiment 100%, puisqu'ils en ont fait un caractère obligatoire, et on n'arrive pas à diminuer l'effet îlot de chaleur de la ville. Parce que quand on fait des progrès sur le chauffage ou quand on fait des progrès sur l'automobile, ben on a une augmentation de la climatisation et on est dans un espèce de mouvement qu'on n'arrive pas à contrôler qui produit cet effet îlot de chaleur qui a des conséquences extrêmement dures sur la couche d'ozone. Et donc on voit bien que l'hypermétropolisation, c'est une impasse en matière de perspective sociale, c'est une impasse en matière de perspective économique et c'est une impasse en matière de perspective environnementale. Et en parallèle, et c'est là où c'est intéressant, quand on interroge les Français, mais c'est vrai dans d'autres pays du monde, sur le modèle de société auquel ils aspirent, et ça ne vous a pas échappé parce que depuis la crise, il y a énormément de papiers, de sondages, d'études dans ce domaine-là, on dit mais dans l'idéal, où est-ce que vous aimeriez vivre? Ils disent à 85%, entre 80 et 85%, dans un village ou dans une ville moyenne. Donc on voit bien que l'aspiration, elle est plutôt à se redistribuer qu'à s'hyper-concentrer. Ceux qui disent « je rêve de vivre dans une hypermétropole », dans ces études d'opinion, c'est tout petit, c'est très très peu. Certains veulent vivre dans des grandes villes, mais ils sont à peu près 10%, 10-15% selon les études, mais personne n'a envie de vivre dans une hypermétropole. Et c'est un phénomène générationnel, pour une raison extrêmement simple que vous comprendrez là aussi, c'est que la technologie, la promesse technologique, n'est pas la promesse industrielle. La promesse industrielle, elle générait un monde concentré, pour des raisons tout simples de modèle économique. C'est-à-dire que le modèle économique de la révolution industrielle, c'est un modèle concentré, c'est un modèle de taille critique. Si on veut un grand supermarché, il faut un grand bassin de population. Si on veut un grand hôpital, il faut un grand bassin de population. Si on a un petit bassin de population, on a un petit hôpital et un petit supermarché. Le modèle de la technologie, le modèle de l'Internet, n'est pas celui-là. Amazon, son sujet, ce n'est pas que les gens vivent concentrés, c'est que les gens soient en réseau. Et donc la promesse technologique, elle est bien entendu un monde distribué et non pas un monde concentré. Et ça, les gens l'ont très bien compris. Et nos enfants adeptes de l'usage d'un smartphone, même parfois plus qu'adeptes, vous les mettez au fond, au bout d'un champ ou au milieu d'une forêt, pour autant qu'il y ait une connexion 4G, bon, ils vont s'asseoir sur un tronc d'arbre et puis ils peuvent passer des heures à regarder un film, discuter avec leurs amis, faire leurs devoirs d'école éventuellement, mais en tous les cas s'occuper. Nous, notre génération, ma génération, adolescents, nous aurait mis au milieu d'une forêt, on n'aurait qu'une envie, c'est de retrouver la ville, le lieu où les choses se passent, où on peut s'informer, communiquer, échanger. Et donc on voit bien, et c'est une corrélation intéressante, que finalement cette appétence pour un système distribué, il est générationnel. Ce qui résiste le plus à ce débat monde concentré versus monde distribué, c'est ceux qui ne sont pas totalement encore acquis ou confortables avec ces outils-là. J'ai passé un peu de temps aux États-Unis, là encore, juste avant le Covid, pour travailler là-dessus. Il y a ce qu'on appelle le boom des villes moyennes, le boom des mid-cities aux États-Unis, qui est directement corrélé à la capacité technologique. Ceux qui vont vers les villes moyennes, qui quittent la Silicon Valley, sont ceux qui sont le plus à l'aise, le plus confortables avec ces outils, et pour qui choisir un lieu de vie qui leur plaît est devenu une facilité évidente, eu égard au fait qu'ils restent connectés, quel que soit l'endroit où ils vivent. Et c'est ce qui m'avait amené, en 2018, à écrire un livre qui s'appelle « Travailler là où nous voulons vivre », où j'expliquais qu'on allait passer d'un monde où on a vécu là où il y avait du travail, à un monde qui va s'inverser, où on va travailler là où on veut vivre. Et j'imaginais pas en 2018, où j'avais écrit ce livre sur des données, des analyses que j'avais fait entre 2015 et 2018, que la crise, finalement, révélerait, accélérerait cette tendance. Et il n'y a pas une semaine aujourd'hui où il n'y a pas un média qui prépare un dossier, un reportage sur cette idée que les gens de plus en plus aspirent à vivre là où ils veulent vivre et aspirent à amener le travail avec eux et non pas l'inverse.
Et vous voyez, ça, c'est une très bonne nouvelle. C'est extrêmement intéressant pour moi qui suis un acteur politique, d'un point de vue politique, au sens noble du mot. Je n'ai pas mes lunettes, donc je ne vois pas ce qu'on me tend derrière, mais sans doute que mon temps arrive au bout, 5 minutes, donc je vais, et ça tombe bien, terminer là-dessus. Cette hyper-métropolisation, on voit bien qu'on n'y arrive pas. Ouais, on n'y arrive pas, ce n'est pas ce que les gens veulent, ça ne produit pas, ça ne permet pas de progresser, ni dans le domaine social, économique, ni bien entendu dans le domaine environnemental. En revanche, si les gens se distribuent, s'ils se distribuent dans les villes moyennes, s'ils se distribuent dans la diversité du territoire, c'est une bonne nouvelle à plusieurs égards. C'est une bonne nouvelle d'abord parce que c'est un outil de refertilisation de notre économie. Et Davzi expliquait dans son dernier livre que 80% du PIB français, c'est l'économie résidentielle. Donc l'industrie est importante, bien entendu, mais l'industrie ne représente que 10% dans le développement du PIB. 80% du PIB, c'est encore une fois l'économie résidentielle. Donc une meilleure distribution de la population dans la diversité géographique de la France, c'est la promesse d'un meilleur développement de richesse, d'un meilleur équilibre des valeurs et de la création de valeur sur notre territoire. C'est une promesse sociale extrêmement forte aussi, et j'en sais quelque chose, en étant maire d'une ville qui est sans doute une des plus chères de France en termes de mètres carrés, on voit les limites de cette concentration, de cette hyper-concentration. Et pour vous donner une anecdote, vous voyez, au moment des Gilets jaunes, je suis allé passer une journée sur un rond-point en province, dans l'Eure-et-Loire, pour comprendre le phénomène. Et à la fin, il y a quelqu'un qui me raccompagne à ma voiture, qui me dit « Monsieur le maire, vous savez, je gagne 1 700 € par mois, mon épouse aussi. On a de quoi s'acheter la maison dont on rêve dans le village où on habite. On a du travail, on a 2 enfants. Parfait. On a l'emprunt, mais on ne le fera pas. On ne le fera pas parce que, en fin de compte, on ne peut pas prendre le risque de mettre notre épargne et notre endettement dans une ville dont on n'est pas sûr de l'avenir. Et je préfère acheter une chambre de bonne dans votre ville de Neuilly que la maison dont j'ai besoin et je rêve dans la ville où j'habite. Parce que, bien que j'y sois heureux, bien que j'y ai du travail, finalement, l'absence de visibilité et d'ambition politique sur l'aménagement du territoire, et je sais que c'est un des sujets de cette journée, fait que je préfère venir attiser la spéculation, quelque part, dans une ville déjà dense sur laquelle il est compliqué de se loger, plutôt qu'acheter la maison dont je rêve et que je peux m'acheter et sur la base de laquelle je peux emprunter. Et c'est ça la bonne nouvelle sociale. C'est qu'en fin de compte, quand les Français montrent la direction, comme ils le font en ce moment, en répondant à des études d'opinion ou en passant à l'acte, ils ouvrent une perspective extrêmement intéressante. Une perspective économique, c'est ce que j'évoquais, une perspective sociale, l'hospitalité, retrouver le sens de la convivialité, de l'hospitalité, c'est fondamental. Et puis, en redistribuant la population, on brise finalement cette espèce d'impasse environnementale sur les îlots de chaleur. Et au-delà de ça, on redonne le goût de la nature. Et quand j'ai écrit ce livre en 2018, oui, j'avais rencontré des anthropologues, des sociologues, qui me disaient, de toute façon, quand on met les gens hors sol trop longtemps, ils reviennent à la nature. Il y a un phénomène anthropologique, on est à la partie industrielle de notre vie occupe 2 siècles, donc c'est marginal par rapport à l'histoire de l'humanité, et donc on est façonné dans le besoin d'une relation authentique avec la nature. Et donc dès qu'on est hors sol, dans une hyper-métropolisation doublée de réseaux sociaux qui nous donnent des amis virtuels, il y a un moment, il y a un phénomène de trop-plein, un phénomène de rejet. Et ce phénomène de trop-plein de rejet, je pense qu'on le vit en ce moment, que la crise l'a révélé. Et c'est sans doute la promesse, la vraie disruption, la vraie révolution copernicienne de la technologie. C'est un retour au territoire, c'est un meilleur équilibre entre les villes moyennes et les métropoles. Et pour finir, vous voyez, je dirais que le sujet de la métropole est un sujet qui est intéressant parce qu'on a peut-être trop confondu métropole et grande ville. Moi, je suis pour une hyper-métropole fonctionnelle. C'est une métropole très connectée au monde, avec des aéroports performants, avec dans l'Hinterland d'un grand port maritime, avec des référentiels académiques, médicaux, dans plein de domaines qui soient forts. Mais comme le disait Brodel, la métropole n'existe, la grande ville n'existe, disait Brodel, que par la prospérité du territoire qui l'entoure. Donc l'hypermétropole seule au monde, l'îlot de prospérité dont on a rêvé, cette promesse prométhéenne n'a pas de sens. Ce qui a du sens, c'est une métropole qui a des fonctions de référence, de connexion avec le monde, et qui est un référentiel
pour des réseaux de villes moyennes, là où les gens veulent vivre. Et je pense que le sujet politique, encore une fois, au sens étymologique, parce qu'on n'est pas dans un meeting politique, mais le sujet politique au sens d'une organisation harmonieuse de la société, eh bien dans ce rééquilibrage entre des métropoles qui ne sont pas des grandes villes, mais des connecteurs avec le monde, et des villes moyennes qui soient ces hubs de vie sociale, de vie économique également, qui permettent à tous les Français d'avoir à moins de 10 minutes de chez eux une ville moyenne qui aura demain le niveau de service des métropoles d'aujourd'hui. Et je ferai la semaine prochaine une communication là-dessus en disant aujourd'hui, par différents leviers, on peut espérer très rapidement avoir dans une ville de 30 000 habitants la qualité de service qu'on a aujourd'hui dans une métropole de 2 millions d'habitants. Et là, il y a un sens pour l'innovation extraordinaire dans lequel un pays comme le nôtre peut se distinguer, se singulariser. Voilà, merci de votre attention et je pense que je suis pile dans le créneau. Merci beaucoup, monsieur.